Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous les élèves qui sont en ligne et à tous ceux qui vont se connecter bientôt. Alors, je vous souhaite tout d'abord de passer une bonne après-midi en ma compagnie, puisque nous sommes censés être confinés à la maison. Nous allons quand même profiter de ce confinement pour travailler un peu. Alors, je suis chargé aujourd'hui de faire une présentation sur la notion de l'histoire. Alors, je ne sais pas s'il y a des élèves qui sont connectés ou si je dois attendre un peu. Mais je rappelle un peu d'abord ce que nous avons fait à ce niveau de l'année. Alors, je vais faire une présentation sur la notion de l'histoire. Dans la séance précédente, mon collègue Babacar avait fait une présentation de la notion de la religion, qui rentre bien dans le cadre de la notion de la culture, qu'on appelle dans le programme djiboutien être un héritier. Alors, si je rappelle un peu les notions qui ont été travaillées sur cette notion de la culture, alors il y avait tout d'abord le langage, qui est une spécificité humaine. Il y a l'art, le travail, la technique, la religion et l'histoire. Alors ça, c'est pour le rappel et pour la contextualisation de ce chapitre sur l'histoire. Alors, c'est un chapitre qui est spécifique à la classe de terminale L et la classe de terminale ES. Mais les élèves de terminale S peuvent aussi s'intéresser un peu à l'histoire, parce que de cette manière, en philosophie, il n'y a pas de, comment dirais-je, de cloisonnement entre les différents chapitres. Et donc, si je reviens un peu sur cette notion de la culture, je rappelle un peu ce que c'est que la culture. Eh bien, la culture, c'est tout ce qui est propre à l'être humain, par opposition à la nature. La culture, c'est tout ce qui provient des actions humaines, justement, de transformation de la nature. Et donc, l'histoire rentre bien dans ce cadre de la culture, au sens où, par exemple, on dit que la nature n'a pas d'histoire. Au sens où l'histoire serait une notion propre à l'être humain, puisque l'homme est le seul être à avoir une conscience du temps, puisque l'homme est un être qui vit en fonction du temps et qui vit également dans le temps. C'est la raison pour laquelle on va parler de l'histoire comme étant tout d'abord une spécificité humaine. Donc seul l'homme a une histoire. Alors maintenant, qu'est-ce que l'histoire? Si l'histoire est propre à l'homme, si seul l'homme est un être qui est conscient de l'histoire, qui écrit son histoire, qui la mémorise à travers des textes, à travers des monuments, à travers des fresques, comment alors définir l'histoire? Nous allons commencer par essayer de définir ce que c'est que l'histoire, parce que c'est un terme qui peut être un peu équivoque, au sens où, par exemple, il y a la grande histoire, il y a l'histoire personnelle de chacun, c'est-à-dire les événements constitutifs de la vie d'un être humain, d'un être en particulier. Alors l'histoire à laquelle nous nous intéressons ici, c'est la grande histoire, l'histoire avec un grand H. Alors qu'est-ce que cette histoire? Comment la définir et comment la distinguer des histoires personnelles des uns et des autres? Alors l'histoire avec un grand H, excusez-moi, c'est tout d'abord le récit des événements du passé. L'histoire, c'est la connaissance que nous essayons d'avoir des événements du passé à travers des documents, à travers des fresques. Et l'histoire, c'est une science humaine qui cherche à établir les causes et les conséquences des événements du passé. C'est la raison pour laquelle
l'histoire revendique d'une certaine manière une scientificité, c'est-à-dire qu'on la considère comme étant une science humaine. Alors, première question, pourquoi est-ce que l'homme s'intéresse-t-il à l'histoire? Quelle est la valeur de l'histoire? Pourquoi est-ce que les événements du passé ont-ils quelque utilité que ce soit pour l'homme? Alors, puisque l'homme est un être qui est conscient du temps et que c'est un être qui vit et qui évolue dans le temps, le passé est très très important. La mémoire du passé, qui est constituée de ce qu'on appelle la grande histoire, est très très importante au sens où, par exemple, la connaissance du passé est importante pour peut-être savoir d'où l'on vient et pour mieux, comment dirais-je, planifier là où nous voulons aller, c'est-à-dire notre destin, notre avenir ou encore notre futur. Alors l'histoire, c'est la mémoire du passé, les récits que nous avons dans les cultures traditionnelles, par exemple, en Afrique, c'est la figure du grand-père, en quelque sorte, qui raconte l'histoire, l'histoire de la tribu, l'histoire de la famille, et donc qui, d'une certaine manière, essaye de rendre intelligible le passé pour le transmettre aux générations futures. C'est la raison pour laquelle l'histoire est un héritage. Nous allons hériter de notre histoire. C'est une partie constitutive de notre identité. À la question de savoir qui je suis, eh bien, mon identité, puisque mon identité est culturelle, mon histoire fait partie constitutive de cette identité. Et comme par exemple un auteur comme Schopenhauer le dit, un individu ou bien une société qui ne connaîtrait pas son passé, c'est-à-dire son histoire, c'est une société ou un individu qui s'ignorerait lui-même, au sens où la conscience du passé, c'est en quelque sorte la conscience de soi-même. Ce que je suis, c'est d'abord ce que j'ai été, ce que je suis à l'instant présent et ce que je compte devenir. Donc ce que je suis est un tout. Et donc le passé est bien une partie intégrante justement de la conscience que j'ai de moi-même ou la conscience qu'une société a d'elle-même. Alors si l'histoire, c'est le passé humain, la mémoire que nous avons de ce passé humain, la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'impact de ce passé humain sur le présent? Et est-ce que ce passé détermine en quelque sorte les actions présentes, puisqu'il fait partie, nous l'avons dit, c'est une partie constitutive de l'identité de chacun, et que chacun a le devoir, entre guillemets, de connaître son histoire. Alors, est-ce que cette histoire détermine, ou qu'elle est importante, par exemple, par rapport à la réalité présente? Alors, par rapport à cette première définition de l'histoire, puisque l'histoire c'est le passé, et que le présent, c'est-à-dire la réalité présente, n'est que le résultat du passé, c'est-à-dire de ce qui a été, il serait très très difficile de comprendre le présent, la réalité présente, si nous n'avons aucune conscience du passé. Et dans ce cas précis, eh bien, l'histoire est essentielle, voire indispensable. On ne comprendrait pas la réalité présente, soit une réalité individuelle, une réalité collective au sens d'une société particulière. Si on ignore son passé, c'est comme si, par exemple, on s'ignorait soi-même. Alors c'est pour ça que la connaissance du passé est très très importante et que chaque génération va transmettre l'histoire, son histoire, bien sûr, aux générations futures, aux générations futures. Et donc, un individu ou bien une société qui ignorerait un peu son passé serait un peu une société, comme le dit Schopenhauer, un peu animale, entre guillemets, comme l'animal ne vit que dans l'instant présent et qu'il n'a pas la capacité ou la mémoire de son passé. Ce
serait un peu revenir à la condition animale que d'ignorer, bien sûr, son passé et son histoire. Donc la connaissance du passé est très très importante, raison pour laquelle dans chaque société humaine, l'histoire bien sûr a une valeur très très importante et qu'elle est mémorisée, valorisée, transmise de génération en génération, parce que l'histoire c'est un peu là d'où nous venons. Et il serait très difficile de planifier quoi que ce soit ou d'entreprendre quoi que ce soit dans l'avenir sans cette conscience du passé, sans cette conscience de notre histoire. Alors ça c'est la définition un peu de l'histoire. Maintenant, par rapport à ce que j'ai annoncé au début, maintenant, alors la question c'est, est-ce que l'histoire est bien une connaissance objective? Comment, entre guillemets, par exemple, rendre compte du passé? Puisque par définition, le passé et l'histoire, ce sont des événements qui ne vont pas revenir. Comment avoir la connaissance la plus objective et la plus scientifique, entre guillemets, du passé, de notre passé et donc de notre histoire? Alors c'est la raison pour laquelle, donc, par rapport à cette notion de l'histoire, il y a les repères types très très importants ici. Alors le repère type que je vais utiliser ici, c'est objectif et subjectif. Alors est-ce qu'il y a une objectivité de l'histoire? Est-ce que l'histoire c'est objectif, ou est-ce que ce n'est qu'un ressenti subjectif, et donc que nous avons différentes, comment dirais-je, nous avons différentes opinions, entre guillemets, sur l'histoire, ou est-ce que c'est une science objective au sens de quelque chose qui ne dépendrait pas de nous et qui serait en lui-même vrai et donc objectif? Alors la connaissance de l'histoire par rapport à cette notion, à partir de quand est-ce que les hommes ont décidé de constituer un peu cette histoire comme faisant partie du domaine du savoir? Alors par rapport justement à l'origine, entre guillemets, il y avait ceux qui racontaient les histoires, les conteurs de mythes, de légendes, avant, entre guillemets, Hérodote, qu'on qualifie ou qu'on appelle comme étant le père de l'histoire. Alors c'est Hérodote qui, dans l'Antiquité, fut l'un des premiers à adopter ce qu'on appelle une méthode un peu scientifique pour établir l'histoire, pour établir le passé, pour établir les événements du passé. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre raconter l'histoire, et lorsque l'histoire est racontée de bouche à bouche, alors elle se transforme complètement, alors que la méthode de l'historien est censée être objective. L'historien est censé établir les événements du passé tels qu'elles se sont produits. C'est la raison pour laquelle l'histoire est considérée comme étant une science. Alors si une science est objective et qu'elle établit des causes effectives par rapport à un événement, c'est comme ça que l'historien va procéder en établissant les causes d'un événement historique ou d'un fait historique, c'est-à-dire qu'un historien ne se contente pas de dire tel événement s'est passé à tel endroit et à telle date. Il va essayer d'en établir les causes, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'historicité de l'histoire. Alors il faut bien faire la différence entre raconter l'histoire et établir un événement ou un fait historique. Un fait historique, donc c'est un fait par exemple qui est établi par rapport aux causes, par rapport à ses causes, mais aussi à ses conséquences. Alors, exemple tout simple, lorsque vous étudiez en terminale l'histoire de la Première Guerre mondiale ou l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, on ne vous dit pas tout simplement qu'en 14-18 ou en 39-45 il y a eu la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, mais on essaye d'établir les causes qui ont amené à ce que la Première Guerre mondiale éclate en 1914 et les raisons qui ont amené
justement à ce que la Seconde Guerre mondiale se produise et commence en 1939. Donc c'est ce qu'on appelle établir les causes d'un événement historique. Alors, si je reviens un peu à l'histoire, Hérodote et Thucydide, qui sont considérés comme les tout premiers historiens dans l'Antiquité grecque, ont donc commencé à établir la méthode critique sur un événement historique. Donc, Hérodote est les premiers, par exemple, à relever ou établir les causes de la guerre de Péloponnèse, une guerre grecque. Et donc, la méthode de l'historien, justement, c'est de ne pas uniquement raconter une histoire, mais d'établir, justement, les causes qui ont amené à un événement, justement, à se produire. Donc, c'est la raison pour laquelle l'histoire, justement, est considérée comme étant une science. Alors, ce n'est pas une science exacte, dans la mesure où l'histoire ne concerne pas des faits naturels, mais des faits humains, c'est-à-dire que l'histoire concerne les actions humaines du passé, et que les actions humaines, d'une manière générale, disposent toujours d'une marge de liberté, et que la notion de cause, par exemple, en science, n'a pas la même signification que lorsqu'elle concerne les actions humaines. Alors, la méthode de l'historien est une méthode scientifique, c'est-à-dire que, par exemple, l'historien va faire un travail d'enquête. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on définit l'histoire, on dit que l'histoire, c'est aussi une enquête. Une enquête sur un événement du passé pour le rendre intelligible, c'est-à-dire comprendre, par exemple, les événements ou les causes qui ont amené, par exemple, à la grande crise économique de 1929. L'événement lui-même s'est produit en 1929, mais il y a bien des causes qui ont amené à ce qu'il y ait une crise mondiale en 1929. Comme les historiens, par exemple, du futur, vont essayer d'établir l'historicité d'une crise sanitaire mondiale comme celle du coronavirus dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Un événement historique, justement. Donc on essaie toujours d'établir tout d'abord ses causes, mais aussi ses conséquences. Donc ça, c'est la méthode de l'historien. Alors si, par exemple, il est simple d'établir les causes d'un événement historique qui s'est produit récemment, la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale, ça devient un peu plus difficile lorsqu'il s'agit d'établir les causes et les conséquences d'un événement du passé lointain. C'est la raison pour laquelle l'histoire, même si c'est une science, elle a quand même des limites. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas beaucoup de documents, par exemple, ou bien des archives qui concernent des événements du passé, si on remonte un peu au Moyen-Âge, ou encore bien avant le Moyen-Âge, à l'Antiquité grecque. Donc même si l'histoire est une science, alors c'est une science quand même humaine, avec toute sa part d'humanité. Alors ça, c'est la conception un peu scientifique, entre guillemets, de l'histoire. Alors la question maintenant que nous allons nous poser, c'est si l'histoire concerne le passé humain. Alors est-ce que l'histoire, en tant que mémoire humaine, est-ce que nous en avons un peu la même conception? Est-ce que la conception européenne, occidentale, entre guillemets, de l'histoire est celle de sociétés, par exemple, comme les sociétés africaines, ou comme les sociétés américaines ou indiennes, entre guillemets? Alors c'est Claude Lévi-Strauss, qui est un anthropologue belge, et qui disait, par exemple, qu'il y a comme que l'histoire n'a pas un sens ou une signification pour toutes les sociétés, et que dire, par exemple, que les sociétés, entre guillemets, qui n'ont pas d'écriture, comme dans certains cas en Afrique ou dans les sociétés un peu primitives en Amérique latine, n'auraient pas d'histoire. Alors c'est ce que Lévi-Strauss appelle un peu, c'est ce qu'il appelle l'ethnocentrisme, c'est-à-dire penser que les sociétés qui ont une écriture sont les seules à avoir une histoire, c'est un peu une pensée entre guillemets ethnocentrique, voire raciste. Parce que tous les hommes
ont une histoire, la conservent, la gardent en mémoire et la transmettent aux générations futures. C'est la raison pour laquelle l'histoire est indispensable et qu'elle fait partie de l'identité, que c'est une partie constitutive de l'identité d'un peuple, d'une société, voire d'une civilisation. Nous avons tous une histoire que nous conservons, que nous célébrons, qui a même ce qu'on appelle le devoir de mémoire, c'est-à-dire le devoir pour chacun de connaître son histoire, de la conserver et donc de la transmettre. Alors, par rapport à ce que j'ai dit au début, j'ai commencé tout d'abord par définir un peu ce que c'est que l'histoire. J'ai ensuite essayé de montrer la scientificité de l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire est une science humaine et qu'il y a une rationalité qui est appliquée au passé, même si ce n'est pas une rationalité exacte, puisque l'histoire concerne les actions humaines. Alors maintenant, nous allons nous poser la question de savoir, par exemple, si le passé nous détermine, si nous pouvons, si nous sommes soumis aux actions du passé et que nous sommes donc, nous, dans la réalité présente, un peu prisonniers de cette histoire, et si nous pouvons nous libérer un peu de l'histoire. Et donc nous allons parler un peu de ce qu'on appelle en histoire la notion de devoir de mémoire. Alors qu'est-ce que le devoir de mémoire? Alors le devoir de mémoire, c'est, si je le définis, c'est l'obligation morale pour chaque individu de connaître son histoire, de la conserver, de la garder en mémoire et donc de célébrer entre guillemets cette histoire. Et au niveau collectif, par exemple, une société, un État, puisque nous vivons aujourd'hui dans des sociétés avec une structure politique qu'on appelle l'État, les États, par exemple, conservent l'histoire et il y a même une célébration sous forme de rituel religieux un peu de l'histoire. Alors, exemple tout simple, par exemple, chaque année, nous allons célébrer la date de l'indépendance de notre République, par exemple, c'est-à-dire le 27 juin 1977, qui devient un peu une date, entre guillemets, sacrée pour le Djiboutien, pour l'État djiboutien, parce que c'est la date de l'accession à l'indépendance. Alors, c'est un devoir de mémoire. C'est un devoir pour chaque citoyen djiboutien de connaître, par exemple, cette date ou des événements qui ont marqué, par exemple, l'histoire de notre pays, l'histoire de notre peuple. C'est ce qu'on appelle un peu le devoir de mémoire. Alors, si c'est une obligation de connaître cette histoire, ne peut-on pas également être un peu prisonnier de cette histoire et de la mémoire du passé? Est-ce que parfois nous ne pouvons pas être déterminés, soumis, être dans un état de servitude par rapport au passé? Alors, puisque le passé, nous en sommes le résultat, il y a des situations dans lesquelles, par exemple, nous sommes, entre guillemets, pris au piège du passé. Exemple tout simple, par exemple, nous sommes tous le résultat de notre passé. Alors c'est la raison pour laquelle, par exemple, la situation dans laquelle nous nous trouvons est le résultat immédiat, le résultat direct, par exemple, des événements historiques, à l'échelle continentale comme à l'échelle des différents États. Si nous prenons l'exemple de la colonisation, par exemple, les pays africains ont tous été colonisés par des pays occidentaux, notamment européens. La France, l'Angleterre, la Hollande, la Belgique ont bien colonisé des pays africains et que donc aujourd'hui, nous, Africains, entre guillemets, nous avons la mémoire de cette colonisation,
si on remonte un peu plus loin, il y a bien eu la traite négrière. Alors la question c'est, est-ce que nous ne sommes pas, nous, en tant qu'Africains en général et en tant que Djiboutiens en particulier, par exemple, est-ce que nous ne sommes pas prisonniers de ce passé? Est-ce qu'on doit constamment vivre dans le passé, dire par exemple, on ne peut pas agir aujourd'hui, on ne peut rien faire, entre guillemets, parce qu'on a été colonisé, parce qu'il y a eu la traite négrière, c'est-à-dire est-ce que l'homme, entre guillemets, africain est prisonnier du passé? Est-ce qu'il ne peut pas s'en libérer? Est-ce que ce n'est pas bien parfois, par exemple, d'oublier le passé et donc de s'en affranchir? Alors il y a un philosophe, Kundera, qui parlait par exemple du devoir de mémoire en disant qu'il y a des événements du passé qu'il faut toujours garder en mémoire pour qu'ils ne se reproduisent plus. Alors l'exemple le plus général qu'on utilise, par exemple la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale avait fait un bilan très très lourd en Europe. C'est la raison pour laquelle il y a des journées qui sont consacrées à la mémoire de ces journées, la journée de l'armistice, etc. En Afrique, par exemple, nous avons aussi des événements qui se sont produits. Et donc, il faut toujours garder en mémoire, c'est-à-dire ne pas oublier ces événements du passé, peut-être parce que, pour ne pas justement que ces événements se reproduisent. Alors, il y a eu des guerres en Afrique, il y a même eu, par exemple, le génocide rwandais, qui était un triste épisode de l'histoire africaine, et donc, c'est la raison pour laquelle il faut garder ces événements en mémoire. Et donc, pour le transmettre aux générations futures, pour que peut-être les générations futures ne commettent pas un peu les mêmes erreurs que leurs aînés et que donc on puisse éviter les erreurs du passé. C'est justement pour cela que le devoir de mémoire est très très important. Garder en mémoire l'histoire pour pouvoir avancer, pour ne pas recommettre les erreurs du passé, c'est la finalité un peu c'est l'objectif en tout cas du devoir de mémoire. Alors maintenant, est-ce qu'on doit adopter une position victimaire ou une position de prisonnier par rapport à ce passé? Est-ce qu'on doit être enfermé dans le passé? Est-ce qu'on doit vivre dans le passé au point d'oublier de vivre la réalité présente et donc d'avancer un peu vers le futur? Alors c'est peut-être, par exemple, cette critique du devoir de mémoire, c'est-à-dire ressasser constamment le passé, dire toujours vivre en quelque sorte dans le passé, c'est oublier quand même de vivre dans la réalité présente. Exemple tout simple, imaginez qu'un individu particulier a connu dans son enfance ou dans son adolescence des événements tragiques qu'il a vécu personnellement et que, arrivé à l'âge adulte, il a du mal, par exemple, à vivre parce qu'il vit constamment, parce qu'il n'a pas oublié cette douleur qui est toujours vivace, qui est très très présente et qui l'empêche en quelque sorte de vivre la réalité présente, c'est-à-dire d'entreprendre quelque chose, d'agir. Le passé peut-il m'empêcher d'agir, peut-il m'empêcher d'avancer, d'évoluer? Et que alors, dans ce cas-là, par exemple, est-ce que pour cet individu ou pour toute personne d'une manière générale, est-ce que l'oubli du passé ne serait-il pas une vertu? Alors c'est la thèse qui est développée par le philosophe allemand Nietzsche, qui dit par exemple que l'oubli du passé est une vertu qui me permet justement une vertu, c'est quelque chose de bien au sens moral. Oublier le passé, même s'il est douloureux, ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'entreprendre, par exemple, et ça nous permet d'avancer un peu, de planifier le futur. Parce que regarder constamment dans le rétroviseur, parce qu'on est incapable de s'affranchir de ce lourd passé, ça nous empêche un peu d'avancer et donc de faire quelque chose pour notre avenir. Alors c'est la critique un peu de ce qu'on appelle du devoir de mémoire, qui a
un caractère un peu religieux, rituel, parce qu'on répète constamment les événements qui se sont passés, etc. Ben, ça nous empêche peut-être d'avancer, et que donc oublier ce passé serait peut-être salutaire pour nous, salutaire pour l'humanité. Si je suis incapable d'oublier les épisodes douloureux de ma propre vie personnelle, ben, ça m'empêchera toujours, ça va devenir un obstacle pour m'affirmer, un obstacle pour travailler dans le présent, pour planifier le futur. Alors ça, c'est la notion du devoir de mémoire. Alors, au niveau politique, alors je vais présenter un peu deux autres idées ou thèses sur cette histoire, sur la connaissance de l'histoire, sur l'importance de l'histoire, sur la connaissance de l'histoire. Alors par rapport à l'État, qui est quand même en charge, qui a la charge et la responsabilité de la chose publique. Alors il y a Machiavel qui disait par exemple qu'un bon gouvernant, c'est-à-dire un bon homme politique, c'est quelqu'un qui connaît l'histoire, qui maîtrise l'histoire et qui utilise l'histoire comme étant un instrument pour surtout conserver le pouvoir. Alors dans son œuvre Le Prince, Machiavel conseillait déjà le prince en lui disant par exemple que la connaissance de l'histoire est importante. Pourquoi cette connaissance de l'histoire est-elle importante selon Machiavel? C'est parce que justement pour ne pas que le gouvernant ou celui qui est en charge de la chose publique, pour qu'il puisse conserver le pouvoir, il ne faut pas qu'il recommette les erreurs des grands hommes politiques de l'histoire. C'est la raison pour laquelle, pour Machiavel, l'histoire est un instrument qu'on peut utiliser, par exemple, pour conserver le pouvoir. Le machiavélisme, bien sûr, c'est que le gouvernant ou le politicien doit connaître l'histoire afin de utiliser l'histoire comme étant un moyen de domination, et que, bien sûr, c'est la fin qui justifie les moyens. Alors, est-ce qu'on peut, la question qu'on peut se poser par rapport à cette thèse de Machiavel sur la connaissance de l'histoire, c'est, alors, est-ce que un politique présent, ou est-ce qu'un individu peut, par exemple, réappliquer ou réutiliser, par exemple, les techniques des hommes du passé? Et est-ce que les situations du passé sont-elles comparables aux situations de la réalité présente? Est-ce qu'il y a, en quelque sorte, des leçons toutes faites de l'histoire qu'on peut utiliser aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des formules déjà préconçues qu'on peut réutiliser et que les hommes politiques d'aujourd'hui peuvent réutiliser par rapport à la réalité présente? Et donc la question c'est, est-ce que nous, bien sûr que nous nous intéressons à la connaissance de l'histoire, que nous avons en mémoire cette connaissance historique, mais est-ce qu'elle sert à quelque chose? Est-ce que la connaissance du passé nous permet vraiment de bien agir ou de mieux agir dans la réalité présente? Et est-ce qu'il y a des leçons morales, qu'elles soient morales ou autres, qu'on peut retenir de l'histoire? Alors pour cela, alors nous allons utiliser dans le livre, il y a bien le texte de Hegel, je pense, si je ne me trompe pas, le texte de Hegel, philosophe du XVIIIe siècle, qui montre bien que même si les hommes connaissent l'histoire, même si nous connaissons l'histoire, même si nous avons une connaissance et une mémoire de notre passé, les hommes justement ne retiennent jamais rien de l'histoire. C'est-à-dire que bien sûr, par exemple, qu'il y a eu des événements douloureux dans le passé, comme des guerres, des famines, etc. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons éviter des événements semblables de se reproduire. Ce n'est pas parce qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, par exemple, que les hommes vont éviter à l'avenir de recommettre les mêmes erreurs. Ce qui veut dire, par exemple, que les situations humaines ont souvent tendance à se répéter et que les hommes commettent toujours les mêmes erreurs. C'est la raison pour laquelle
Il y a une expression qui dit que l'histoire a souvent tendance à se répéter. Et que donc pour Hegel, il n'y a aucune leçon, par exemple, et que les hommes ne retiennent jamais rien de l'histoire. Nous ne retenons pas les leçons du passé, c'est-à-dire que nous allons recommettre aujourd'hui des erreurs qui ont été faites il y a quelques siècles, voire quelques millénaires, je dirais pas millénaires, mais des décennies par exemple. Donc nous ne retenons pas les leçons de l'histoire. La seule chose que l'histoire nous apprend, pour Hegel, eh bien, c'est que les hommes recommettent toujours les mêmes erreurs. Alors nous allons passer maintenant à notre troisième partie, si je puis dire. Cette troisième partie, c'est... alors en histoire, en philosophie, il y a ce qu'on appelle les philosophes de l'histoire, qui pensent que l'histoire a un sens, c'est-à-dire que l'histoire aurait un début et une fin, et que, à travers les événements et les actions humaines qui semblent aléatoires, il y a bien une finalité ou un ordre sous-jacent qui est en train de se réaliser. Alors déjà, par rapport aux trois grandes religions monothéistes, l'histoire a bien un sens. Dans les trois grandes religions monothéistes, par exemple, que ce soit l'islam, le christianisme ou le judaïsme, il y a bien un sens à l'histoire. L'histoire de l'humanité, par exemple, a commencé avec le péché originel, c'est-à-dire l'interdit originel, lorsque Adam et Ève vont transgresser la loi divine et qu'ils vont être chassés du paradis, qu'ils vont être jetés dans le temps et dans l'espace, et que la fin de l'histoire, c'est justement la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Donc pour les grandes religions monothéistes, il y a bien un début et une fin à l'histoire. C'est bien ça ce qu'on appelle le sens de l'histoire. Alors est-ce que l'histoire aurait un sens? C'est-à-dire, est-ce qu'elle serait liée par exemple à la notion de progrès? Est-ce que l'histoire aurait un début et une fin? Alors pour cela, nous allons évoquer également la conception un peu cyclique de l'histoire dans la pensée grecque. Pour les Grecs, l'histoire n'a pas un début et une fin. En fait, l'histoire est un cycle qui recommence constamment. Nous allons revivre les mêmes situations. Par exemple, le monde va retourner à son début, et donc c'est l'éternel recommencement du tout. Alors ça, c'est la pensée grecque et l'histoire cyclique. Alors dans les sociétés modernes, l'histoire est liée à la notion de progrès, que ce progrès soit technique par exemple, industriel, etc. Alors si je reviens un peu aux philosophes qui disent qu'il y a un sens à l'histoire, alors commençons par exemple par un philosophe français qu'on appelait Condorcet, par exemple, qui disait que le début de l'histoire, que la cause, par exemple, qui est en train de se réaliser à travers l'histoire, c'est bien celle de la perfection de l'homme. C'est-à-dire, les événements se succèdent les uns et les autres, et à travers ce progrès, il y a bien la réalisation de la perfection humaine. L'homme du futur sera, par exemple, entre guillemets, plus proche de la perfection, entre guillemets, perfection technique, par rapport à l'homme du passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas dans les mêmes conditions que les hommes du passé, et donc c'est l'idée de Condorcet. Alors si je reviens aux philosophes du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, les philosophes ou les philosophies de l'histoire comme Hegel ou bien Karl Marx, alors quelle est cette cause qui est en train de se réaliser à travers le cours des événements, à travers le cours des événements successifs pour Hegel? Alors Hegel parle bien de la réalisation de l'esprit universel. C'est-à-dire que les événements se succèdent les uns et les autres, mais à travers ces événements qui semblent aléatoires, qui semblent n'avoir aucun lien
entre eux, eh bien, il y a la réalisation de la raison, la réalisation de l'esprit. Et c'est ce que Hegel appelle la ruse de la raison. C'est l'esprit universel qui est en train de se réaliser à travers les actions humaines, et donc c'est ce qu'il appelle justement la ruse de la raison. Ce qui veut dire que la raison utilise les passions humaines pour pouvoir justement se réaliser elle-même. Alors c'est un peu technique par exemple, mais c'est à la fin de l'histoire, justement, on va aboutir justement à la réalisation de cet esprit universel. Alors par rapport à Karl Marx, à Hegel qui dit que c'est la réalisation de l'esprit, alors Karl Marx qui est venu après Hegel, et qui justement par rapport à cette thèse de Hegel va dire que ce n'est pas l'esprit universel qui est en train de se réaliser à travers le cours des événements, à travers le cours de l'histoire, mais c'est bien par exemple le rapport matériel et économique par exemple, c'est-à-dire que ce qui se réalise, c'est justement, on va aboutir à la fin de l'histoire, et c'est ce que Karl Marx appelle le matérialisme historique, c'est que à la fin de l'histoire, nous allons aboutir justement à une société où il n'y aurait pas d'inégalité, une société qui serait plus juste. Parce que la réalité humaine pour Karl Marx, justement, c'est que nous vivons dans un monde où il y a une lutte des classes. Alors les élèves de terminale économie comprennent mieux ce concept de lutte des classes, des inégalités économiques. Alors, ce qui fait avancer l'histoire pour Karl Marx, justement, ce sont cette lutte des classes, ces inégalités sociales qui vont aboutir justement à un établissement à la fin de l'histoire, à l'établissement d'une société où il n'y aurait pas de classe, l'abolition des différentes classes, des inégalités sociales, et donc on aboutirait justement à une société où il n'y aurait plus d'inégalité, une société plus juste. Alors c'est bien ça, ce qu'on appelle les philosophies de l'histoire. Alors il y a ces philosophies de l'histoire, mais il y a également ceux qui ne voient pas de sens à l'histoire, et que par exemple il n'y aurait aucune finalité ou aucune cause intrinsèque qui se réaliserait à travers le cours des événements. Alors c'est bien ces trois points que je voulais évoquer à travers cette notion de l'histoire, qui est bien relative à cette notion de la culture, à la notion d'être un héritier. Nous héritons bien d'une histoire qu'on doit assumer, par exemple, une histoire qui est la nôtre, une histoire qui relève de notre identité, qu'on doit revendiquer, garder en mémoire, mais une histoire qui ne doit pas non plus nous empêcher, par exemple, d'avancer, de progresser, et justement de mieux faire, peut-être, dans certaines situations. C'est-à-dire que, par exemple, en Afrique, les hommes, ceux qui, par exemple, les premiers présidents ont bien laissé un bilan après la colonisation, et donc c'est que on doit assumer aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains, en général, et en tant que Djiboutien peut-être en particulier, de faire partie justement de notre propre histoire, c'est-à-dire ne pas laisser aux autres écrire notre histoire, et donc être en quelque sorte l'acteur de notre propre histoire. Il y a bien cette responsabilité morale de chacun de contribuer à écrire sa propre histoire, en particulier écrire par exemple l'histoire de la collectivité à laquelle il appartient. Donc ça, c'est la responsabilité individuelle, et donc bien sûr que nous sommes tributaires du passé, nous avons hérité d'une histoire, et que donc ça c'est un héritage que nous devons assumer, mais cela ne nous empêche pas, par exemple, cela ne nous exonère pas non plus d'une certaine liberté d'action. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas enchaînés au passé, nous ne sommes pas prisonniers du passé, et que donc on doit avancer, et que tout ce qui relève de nos actions et de notre responsabilité, c'est ce qui détermine, entre guillemets, d'après la pensée stoïcienne, par exemple, ce qui relève de notre liberté. Si l'histoire, par exemple, j'en ai hérité, ce qui relève de ma liberté à moi individuelle, c'est ce que je vais faire
de cette histoire, de cet héritage. Et que donc, je vais permettre, par exemple, à écrire le futur, le futur individuel, l'avenir individuel, mais aussi à la collectivité à laquelle j'appartiens. Alors c'est ce que j'avais un peu... j'espère que je n'ai pas parlé trop rapidement et que vous m'avez suivi. Alors je vois quelques commentaires à côté. Alors je vais laisser un peu quelques questions-réponses. Je vais suivre un peu vos questions sur cette notion de l'histoire. Si vous avez des questions en particulier à me poser sur cette notion de l'histoire. Je regarde un peu les commentaires. Voilà. Alors il y a Ladan Idriss qui pose la question de savoir si l'histoire est une science. Alors ça peut être un sujet de philosophie. Vous pouvez avoir au bac, hein, l'histoire est-elle une science? Alors la question par exemple a bien un sens implicite. Et donc pour le bac ou dans l'exercice de la dissertation, il faut toujours chercher à bien définir les termes du sujet. Alors pourquoi, par exemple, ce sujet, pourquoi l'histoire est une science? Pourquoi on poserait une telle question? Pourquoi ne pas poser la question de savoir, par exemple, si la mécanique ou encore la physique est une science? On sait bien que la physique est une science, on ne va jamais poser la question de savoir si la physique est une science. Par contre, on pose cette question si l'histoire est une science. Alors pourquoi? C'est peut-être, même si la méthode historique, que la méthode de l'historien utilise des éléments de rationalité, comme l'enquête, la contre-enquête par exemple, la vérification des archives, la vérification ou la sélection des documents, la vérification des témoignages, etc. Donc peut-être que par exemple dans l'histoire il y a toujours une marge de subjectivité. C'est-à-dire que par exemple peut-être que l'historien a du mal à se mettre à l'abri de sa propre subjectivité. Alors exemple tout simple, si nous prenons le cas de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain de cette Seconde Guerre mondiale par exemple, même si c'est récent, deux historiens par exemple différents n'auraient peut-être pas la même conception entre guillemets des événements qui se sont passés. Et que donc peut-être que l'historien par exemple se laisse influencer par sa subjectivité, sa personne, sa façon de voir le monde. Et que donc, puisque l'histoire concerne les événements ou les actions humaines du passé, que l'historien, par exemple, aurait peut-être du mal, justement, à se mettre à l'abri de sa subjectivité, et que c'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle en histoire le révisionnisme, c'est-à-dire que des événements, on revient constamment sur des événements du passé pour les corriger, parce que au fur et à mesure que le temps passe, plus on s'éloigne par exemple d'un événement historique, mieux on le comprend. Il serait très difficile de comprendre aujourd'hui un événement qui s'est passé hier. Il nous faut quand même un peu de recul pour mieux comprendre un événement ou un fait historique. Donc c'est la raison pour laquelle la question de savoir si l'histoire est une science se pose, parce que l'histoire est une science certes, mais ce n'est pas une science comme par exemple la biologie, une science comme l'astronomie ou une science par exemple comme les sciences naturelles. C'est une science qui ne concerne pas déjà la nature, elle concerne bien les actions humaines. Et dans les actions humaines, il y a toujours une marge de liberté. Alors c'est la raison pour laquelle il y a le révisionnisme, c'est-à-dire on corrige par exemple des événements historiques parce qu'on en a une meilleure compréhension avec le recul. Alors j'espère que j'ai répondu un peu à la question de Ladan. Alors je vais voir s'il y a d'autres questions. Alors, elle peut être définie comme la science. Oui. Alors je vais attendre un peu vos questions, vos appréhensions.
vois un collègue qui répond peut-être voilà, à une question posée, la dimension interprétative de l'histoire. L'histoire, c'est l'interprétation, bien sûr, des événements du passé, et l'interprétation est au programme pour les terminales L, mais aussi pour les terminales S, c'est que interpréter, il y a bien une signification particulière de l'interprétation. Alors, nos élèves ont souvent tendance à ne pas bien expliquer les termes. Par exemple, il y a bien une différence entre expliquer et interpréter. Interpréter un événement historique, c'est bien chercher à trouver un sens caché, par exemple, dans un événement historique. C'est la raison pour laquelle, dans une interprétation, on va chercher à rendre intelligible un événement caché, un fait caché, une réalité cachée. Par exemple, on fait l'interprétation des textes religieux parce qu'on présuppose que tout n'est pas vraiment dit et qu'il y a des choses qui sont cachées qu'on doit rendre intelligibles. Il y a bien le freudisme qui utilise l'interprétation en psychanalyse pour rendre intelligible le sens caché, par exemple le contenu caché de nos rêves. C'est ça, c'est bien ça l'interprétation. Alors dans l'interprétation, on cherche à rendre intelligible, par exemple, quelque chose qu'on suppose qui est caché. C'est pour ça que l'histoire, c'est une forme d'interprétation, par exemple, d'un fait historique ou d'un événement historique, c'est-à-dire on essaie de rendre intelligible les causes, les conséquences, par exemple, qui peuvent être cachées dans un fait historique. Alors dans le commentaire, je ne vois que Ladan Idriss, qui est très intéressé et qui reprend une phrase de Hegel: les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu les crises, c'est l'approche dialectique de l'histoire de Hegel qui parle justement, ce sont les passions humaines, les crises, les guerres qui font avancer l'histoire. Bon, je lis un peu les commentaires pour voir les réactions, ou s'il y a des questions. Alors je vois une question posée il y a 2 minutes: c'est quoi la différence entre l'histoire et la mémoire? Alors est-ce qu'il y aurait possibilité d'histoire humaine, par exemple, si l'homme n'avait pas la capacité de justement mémoriser son histoire, c'est-à-dire que l'histoire, bien sûr, est bien reliée à la notion de la conscience. C'est bien la conscience du temps, c'est-à-dire de la réalité présente, mais aussi celle du passé, qui nous permet d'avoir une histoire, de l'avoir en mémoire. C'est la capacité de se souvenir, justement, de conserver les événements du passé. Il y a des maladies, par exemple, ou des pathologies qui affectent par exemple l'homme, comme Alzheimer, par exemple, ou l'amnésie, où l'individu perd toute capacité de mémoriser, et donc, par exemple, un amnésique, entre guillemets, a du mal à se souvenir du passé. Alors imaginez si l'humanité tout entière était amnésique, par exemple, ou n'avait pas de capacité de mémoriser, alors l'histoire ne serait pas possible. Et que donc, la notion d'histoire, si l'histoire est possible, c'est bien parce que l'homme a la capacité de mémoriser, soit à travers des textes, soit à travers des monuments, etc., et de transmettre cela aux générations futures. Donc la notion d'histoire est bien possible
parce que justement l'homme a la capacité à une mémoire. Donc, toujours réaction. Je suis pas au point techniquement. C'est la première fois que j'utilise un direct. Et j'espère de toute manière que ceux qui n'ont pas eu la capacité ou la chance de voir ce direct vont le revoir, auront la capacité de revoir. Je suis à un endroit un peu sombre, même s'il y a la lumière et que les fenêtres sont ouvertes. Je pense que c'est un peu sombre. Défaut de moyens techniques, je pense. J'espère que c'est mieux organisé et que la technique sera au rendez-vous pour la prochaine séance. Parce que j'ai prévu avec le collègue Mohamed Dia de faire le cours sur le vivant la prochaine fois. Alors, d'ici là, vous aurez un cours sur l'interprétation, je pense, d'autres chapitres pour les terminales S. Alors, je vais finir un peu cette séance sur un conseil que je donne de manière générale aux élèves de terminale S, pas S, aux élèves de terminale L, puisque l'histoire, c'est uniquement pour les élèves de terminale L et ES. Alors, il y a beaucoup de documents dans le livre, des textes qu'il faut bien chercher à retenir, les thèses, les positions des différents auteurs. Alors, la notion de l'histoire est bien liée pour les terminales L, mais aussi ES, par exemple, à la notion de l'existence et de la conscience. Donc, il ne faut pas penser qu'en philosophie, il y a des chapitres. Les chapitres, ça n'a aucune signification, en fait. On parle bien de notions et que de toute manière, une réflexion philosophique, par exemple, est une réflexion synthétique générale. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a des chapitres. Il n'y a que des réflexions, par exemple, qui partent d'un point et qui peuvent aller un peu partout à travers les différentes notions. Alors, je préfère parler de notions. Donc, bien travailler sur l'outil, le livre. Il y a beaucoup de choses à apprendre et à retenir du livre. Et que de toute manière, on aura le chance, avant l'examen, si examen il y a, un peu sur la méthodologie. Et j'aimerais finir surtout par un remerciement à mes collègues Mohamed Dia, Babacar, les lions de la Teranga comme nous on les appelle en philosophie, pour justement cette initiative et donc ce petit direct avec nos élèves un peu partout à travers le pays. Alors je vous dis merci par exemple pour ce direct, de m'avoir donné cette opportunité pour partager un peu avec les élèves et bien sûr avec 2 semaines de confinement, on a toujours envie de parler un peu avec les autres. Alors je vous dis à la prochaine séance pour le vivant et d'ici là je vais essayer de mettre au point une technique un peu plus performante par rapport au visuel parce que j'espère que vous m'entendez. Je n'ai aucun retour, donc je ne sais même pas si vous m'entendez. Alors je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. De toute manière, pour vos réactions, pour vos questions, de toute manière, je vais regarder un peu ce soir les commentaires pour voir les réactions. Alors je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon courage pour le confinement, restez à la maison, restez sages, documentez-vous. C'est l'occasion justement rêver de lire, de beaucoup lire. Nos élèves ne lisent pas beaucoup. Alors je vous conseille de lire. Il faut lire beaucoup.
Alors, salam alaikum, c'est bientôt Maghrib, je vais m'apprêter un peu pour la prière. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.